Je vous ferai pas l'affront de vous dire où nous sommes, ni quel est le sujet de la vidéo, parce que si vous avez cliqué sur la vignette, c'est que vous avez vu le titre explicite de celle-ci. Mais avant de commencer, qu'est-ce donc qu'un musée ? Qu'est-ce donc que c'est qu'un musée, Pilou ? Si nous reprenons la définition type du mot, un musée est une institution permanente, sans but lucratif, dont le but est d'acquérir, de conserver, d'étudier, d'exposer et de transmettre le patrimoine à des fins d'études, d'éducation et de délectation. Et tout ça ne date pas d'hier. En effet, l'origine des musées remonte à -300 avant Jésus-Christ à Alexandrie et désignait le temple consacré aux muses. Ce n'est qu'à la Renaissance, sous l'influence des princes italiens, que l'on nomme de cette façon les galeries d'art. Bien plus tard, les musées évolueront, deviendront moins passéistes et moins académiques, ouvrant leurs portes à une multitude de mouvements. Leur nombre explose alors, et encore de nos jours, de nouveaux ouvrent régulièrement leurs portes. Rien que dans la ville d'Amsterdam, on en dénombre d'ailleurs près d'une 50aine. Voici donc une petite sélection des plus célèbres aux moins connus. Commençons par la star incontournable, accueillant près de 2 500 000 visiteurs par an, j'ai nommé le Rijksmuseum. Le musée tel qu'on le connaît aujourd'hui est l'œuvre de l'architecte Pierre Cuypers, lauréat d'un concours organisé dans la ville en 1885. Celui-ci ayant déjà réalisé les plans de la gare centrale, il est évident de retrouver bon nombre de similitudes entre ces deux bâtiments. Un détail particulier, sur la façade arrière du Rijksmuseum, de part et d'autre du porche principal, vous pourrez d'ailleurs retrouver une statue de l'architecte ainsi que celle de Victor de Sturs, qui est le haut fonctionnaire qui favorisa le projet de Peter Cuypers. Mais voilà, pistonné. Si vous êtes fin observateur, vous ne manquerez pas de remarquer les nombreuses colonnes ornées par les étoiles de David. Mais pourquoi ces étoiles, vous demanderiez-vous donc ? Oui, pourquoi nous nous demanderions-t-on ? Il ne faut pas y voir ici un symbole religieux, mais bien une représentation de la création universelle. Et où trouve-t-on un maximum d'œuvres issues de créations artistiques ? Je vous le donne en mille, dans un musée. C'est quand même bien fait. Si vous ne deviez voir que 2 œuvres parmi les milliers exposées, vous ne pourriez pas passer à côté de la Ronde de nuit de Rembrandt, ni de la laitière de Vermeer. Ce tableau monumental est en effet des plus particuliers. Tout d'abord, ses dimensions ont été réduites en 1715 lors de son transfert à l'hôtel de ville, dont les murs étaient bien trop petits. Il mesurait alors plus de 5 mètres sur 4 contre 4 mètres 30 sur 3,60 actuellement. C'est pas la taille qui compte, Pilou. Ça reste une très grosse œuvre. Son appellation, Ronde de nuit, est tout à fait erronée. Ce portrait collectif est en fait un portrait diurne. Cependant, il s'assombrit fortement suite à l'oxydation de la pré au bitume de Judée, une sorte de vernis. Autre fait méconnu, ce sont les gardes civils qui ont financé ce tableau, payant chacun une centaine de florins, le salaire annuel de l'époque étant à peu près de 250 florins. Pour finir, Rembrandt s'est lui-même représenté dans le tableau et on peut l'apercevoir, en fait de ce qui dépasse de lui, au-dessus de l'épaule de ce garde. L'œuvre compte parmi les plus célèbres de Vermeer, et même de l'histoire de la peinture, son utilisation à des fins commerciales n'étant sûrement pas étrangère à sa popularité. Il semblerait que le modèle utilisé par Vermeer n'est autre que la domestique de la famille, lui rendant ainsi hommage. Hommage, on appelle ça comme on veut. Autre détail, certains voient un symbolisme érotique dans un carreau de gauche de la plainte représentant un Cupidon, associé à une chaufferette posée devant lui. Chaufferette représentant le désir dans la mesure où elle réchauffait non seulement les pieds, mais aussi les dessous féminins. Ben voilà, c'est ce que je disais. On vous demandera de laisser vos sacs et appareils photo à la consigne avant de pénétrer dans ce temple empli de mots en ismes. Naturalisme, impressionnisme, pointillisme, fauvisme et expressionnisme. Ce musée possède la plus grande collection au monde d'œuvres de Vincent van Gogh, comprenant plus de 220 tableaux, 500 dessins et 800 lettres. 800 lettres dont 652 envoyées à son frère. Van Gogh est donc également l'inventeur du spam. Mais non, ces lettres ont permis à comprendre l'évolution du peintre car il y détaillait ses techniques.
Elles ont également participé à suivre l'évolution de la maladie mentale de Van Gogh et de son déclin jusqu'à son suicide à l'âge de 37 ans. Une chose qui saute aux yeux est le traitement des couleurs dans les œuvres du peintre. Une théorie suggère que le docteur Gachet aurait prescrit de la digitaline à Vincent Van Gogh afin de traiter son épilepsie. Digitaline pouvant entraîner une vision teintée de jaune et des changements dans la perception de la couleur d'ensemble. La théorie s'appuie entre autres sur le fait que Van Gogh ait peint portrait du docteur Gachet avec branche de digital, la plante à partir de laquelle est produite la digitaline. Ouvert en 2016, le MoCo se veut une fenêtre ouverte sur l'art contemporain, présentant de grands noms de l'art urbain et du pop art. Il est situé dans une maison dont l'architecte n'est autre que le neveu de Peter Kuipers. Pistonné! Il regroupe des œuvres exclusives qui étaient jusqu'alors dissimulées dans des collections privées, dont celle du controversé Banksy. Il est d'ailleurs intéressant de noter que celui-ci indique sur sa page personnelle, je le cite, « Les membres du public doivent être conscients que les récentes vagues d'expositions de Banksy, dont aucune n'est consensuelle, ont été entièrement organisées à l'insu de l'artiste et sans son implication. Veuillez les traiter en conséquence. » Il se positionne de cette manière, un peu plus comme se révélant être un artiste anticonformiste, antisystème et libertaire. Et comme des images valent parfois plus que des mots, je vous laisse admirer ici quelques-unes de ses œuvres. Tu fais clairement ta feignasse sur ce coup-là. Si les musées les plus célèbres sont en général regroupés autour de la Museum Plain, il en existe bien d'autres disséminés dans toute la ville. Un amoureux de la photographie, par exemple, ne pourra pas passer à côté du Foam. L'entrée est gratuite pour les détenteurs de City Pass, Museum Card et autres laissez-passer. Et ne vous fiez pas à la façade extérieure, c'est beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous êtes toujours intéressé à l'anatomie humaine? Vous ne loupez pas un épisode d'Urgence ou de Grey's Anatomy? Ouais, c'est toujours vous qui découpez la dinde à Noël, hein? Eh ben, plus besoin de séquestrer des enfants dans votre cave. Visitez plutôt l'exposition Body Part où vous pourrez admirer de véritables corps humains conservés grâce à la plastination. Ce musée se veut essentiellement éducatif. Vous pourrez appréhender les secrets de l'anatomie, la physiologie et la pathologie humaine, et ce au travers de corps et d'organes mis en scène. Dès le début de cette vidéo, on vous avait bien dit qu'il y avait plein de musées à Amsterdam, et on vous en fera encore visiter plein d'autres. Mais nous, ce qu'on aime bien également, c'est casser des graines. Alors voici quelques adresses coup de cœur.